Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente. Je suis Emmanuel Hirsch, je dirige l'Espace éthique maladie neurodégénérative. Bienvenue à tous. Alors évidemment que c'est un peu différent aujourd'hui de ce qui s'est passé pendant 2 jours au Palais des Congrès avec 600 personnes. C'est plutôt un atelier un petit peu comme les forums qu'on a organisés, qui réunit des personnes plus spécifiquement intéressées par l'approche des MD, en particulier de la maladie d'Alzheimer. Donc chaque année dans notre université d'été, c'est la 7e université d'été, on a la partie grand public avec des professionnels qui sont sur le terrain, qui sont véritablement celles et ceux qui, sur le front, défendent les valeurs du soin, personnel qui travaille dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Et on a une très très belle université d'été, je dis à Philippe Amouyel qui nous rejoint maintenant, on peut dire que c'était probablement une des meilleures universités d'été qu'on a vécues. Avec d'abord des interventions de fond, puisque l'université d'été, c'est la matinée des interventions de fond, transmission des savoirs, des réflexions. Un nouveau concept pour les gens qui s'intéressent à la bioéthique qui a été développé par Paul Louveil-Dubuc, mais il y a eu d'autres concepts. Mais à mon avis, dans le cadre des révisions de loi de bioéthique, dans quelques mois, la notion de reconnaissance qui va se rajouter à justice, à respect, à bienveillance. Donc il y a eu une approche extrêmement intéressante du concept de reconnaissance qui, à mon avis, va être de plus en plus pertinente dans notre approche des questions d'éthique et qui aura à voir, à mon avis, avec les questions de la reconnaissance de la personne dans son droit de décider d'une manière autonome des recherches auxquelles elle veut ou pas participer dans toutes les inclusions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on a un bilan très favorable. Vous regarderez sur le site de l'Espace éthique à travers nos réseaux les résultats de cette université d'été. On a rencontré des professionnels extrêmement motivés. Et c'est assez extraordinaire, on l'a vu dans les forums, les uns les autres. Ils sont, alors qu'on parle de pessimisme sur le terrain, avec toutes les restrictions, les contraintes, tous les choix qui sont faits en termes budgétaires, on voit des gens extrêmement motivés et de moins en moins dans la compassion et de plus en plus dans l'action. Puis le deuxième point à prendre en considération et qui aura à voir avec notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment l'affermissement, j'allais dire le renforcement de l'expertise de la personne atteinte de maladie et de ses proches. C'est-à-dire on a véritablement depuis des années parlé de savoir experto, et là on voit d'une manière extraordinairement structurée, intelligente, volontariste, politique, des initiatives tout à fait extraordinaires. Alors Florence Pasquier, hier, elle était à l'atelier à Madiem. On a parlé des maisons de Croix, là, donc des malades jeunes qui ont créé leur propre maison. Mais on voit qu'on aura par exemple des EHPAD thématiques qui tiendront compte des préférences des gens, un petit peu comme ça se fait dans d'autres pays. Donc on est dans une évolution fondamentale, tout à fait intéressant. Et quand on avait mis à l'ordre du jour la notion d'inventivité, on voit vraiment qu'il y a de l'inventivité. La vraie question, c'est comment, et même toi, quand tu nous as parlé, Pierre, de tout ce que vous faites à Lyon au niveau du CHU, les filières qui sont mises en place en prenant en compte véritablement la personne dans ses choix, dans sa progressivité. Bref, on nous parle beaucoup de médecine, j'allais dire, un petit peu couturisée, personnalisée, segmentée de plus en plus. C'est une approche haute couture qui est développée. Et le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'on manque de moyens et pourtant, les professionnels déploient toute une imagination et toute une capacité d'investissement qui nous a impressionnés. Donc un bilan extrêmement positif et une demande, et Michel Clanet l'a vu également, de formation. C'est-à-dire on avait réuni lundi soir pour la création d'un réseau national éthique et MMD des professionnels, et ils demandent des formations, c'est-à-dire à disposer de concepts, d'un certain nombre d'assises un peu théoriques, pour arriver à mieux affirmer leur point de vue et les faire valoir, notamment vis-à-vis des instances. Voilà, ça c'était pour le bilan université d'été des 2 premiers jours. Et puis on ouvre cette séance, je vais donner la parole à Michel et puis à Philippe Amouyel. Donc chaque année, on fait notre rencontre scientifique, avec une parenthèse, c'était l'année dernière à Toulouse. Et on le fait dans le cadre à la fois du plan MMD, que tu présides, Michel, et puis dans le cadre de Distals, qui est le laboratoire d'excellence, et Philippe va nous en dire un mot. Et dans le cadre aussi de la Fondation Plan Alzheimer. C'est pour ça que le document que vous avez, qu'on a sorti il y a quelques mois, est quelque chose d'important. Et l'idée, j'imagine que Philippe, dans sa conclusion, reprendra cette idée, c'est de faire valoir aujourd'hui, il y avait TRT5 dans les années SIDA qui s'est composé, où des malades ont été partenaires des industriels, de l'ANRS, pour faire évoluer les pratiques en termes d'inclusion, en termes de design de recherche. Et on est de plus en plus avec des personnes qui ne veulent pas uniquement qu'on crée des EHPAD sur mesure, mais qui veulent être partenaires, j'allais dire, quasiment associés à la recherche, y compris en remettant en cause un certain nombre de principes de l'éthique internationale, notamment sur les questions de prise de risque, sur ces personnes qui disent peut-être que je vais développer la maladie, alors plutôt que rester passif en attendant d'eux, je veux être proactif.
et je veux assumer ma responsabilité, y compris si je m'expose à un certain nombre de risques, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient d'autre nature. Donc on a l'émergence d'une demande assez forte, dans un contexte de prudence, pour ne pas dire de précautionnisme à la française. Et de plus en plus, on voit que des essais qui sont maintenant montés aux États-Unis, qui se développent. En France, on a toutes les réticences des instances qui, d'une certaine manière, peuvent être considérées comme aussi l'expression d'une injustice vis-à-vis du droit des gens d'accéder à une possibilité de suivi. Là où, d'une certaine manière, un certain nombre de règles, de précautions sont mises en œuvre par des professionnels, mais dans un contexte qui va évoluer. Et je termine en disant, notre ambition, c'est de créer dans les conditions qui viennent, c'est-à-dire des conditions à venir qui viennent, notamment en profitant des révisions de loi de bioéthique, des conditions d'un débat public et éventuellement d'un arraisonnement des décideurs de l'éthique et des décideurs politiques pour ce dont on va parler aujourd'hui, d'une manière synthétique, en termes de résolution, puisse apparaître comme une revendication d'évolution dans le domaine de l'éthique de la recherche. Voilà, j'ai déjà beaucoup parlé pour vous dire qu'on a du plaisir à se retrouver ici. C'est plutôt un séminaire, j'allais dire, où chacun est convié à interagir par rapport aux intervenants. Puis je remercie les intervenants. Je vous dis, ce matin, quand je me suis réveillé, je vais vous faire une confidence, je me suis dit, on a de la chance quand même de pouvoir vivre ce type d'événement. Et d'avoir la chance, vous verrez à travers celles et ceux qui vont s'exprimer, de participer à ces moments de réflexion qui donnent du sens un petit peu à l'action de chacun. Je donne peut-être la parole à Michel, et puis ensuite à Philippe, et puis on commence. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'ai été très heureux de participer à cette université d'été. Et pour entrer dans le vif du sujet immédiatement, je voudrais rappeler qu'au cours du forum sur l'innovation, nous avons abordé le problème de la recherche, du droit à la recherche et du droit à l'innovation. Et au cours de la réflexion, on a bien compris et senti quelles étaient toutes les tensions qu'il y avait pour avoir cet accès à la recherche, tension depuis le consentement jusqu'à l'information sur la recherche, jusqu'à l'accès aux laboratoires de recherche. Tout ceci a été largement développé et nous avons effectivement pris conscience des difficultés qui pouvaient être rencontrées ici et là, au point qu'à un moment donné, on nous a dit, mais à ce moment-là, c'est plus la peine d'envoyer les patients pour les essais thérapeutiques parce qu'on les envoie dans le mur. Donc je crois que c'était vraiment tout à fait important de pouvoir débattre là-dessus. Et nous parlions uniquement des essais thérapeutiques tels qu'ils étaient jusqu'à une date récente. Nous rentrons aujourd'hui dans un sujet qui est encore plus complexe puisque jusqu'à présent, on s'adressait au cerveau qui exprime sa maladie par des symptômes et qui sont visibles à la fois pour l'entourage et pour la personne qui les ressent. Mais dans les essais de prévention tels qu'on va les aborder aujourd'hui, on parle du cerveau biologique, c'est-à-dire du cerveau qui, à un moment donné, parce que l'organe, il est constitué comme ça, va avoir des lésions que l'on peut mettre en évidence par des biomarqueurs, on parlera sans doute de tout ça aujourd'hui, mais qui n'expriment aucune maladie. Donc on va soigner un cerveau malade chez une personne qui ne l'est pas. Et donc avec des thérapeutiques qui sont des thérapeutiques qui présentent parfois des risques et parfois des risques assez élevés. Alors le problème qu'on va aborder aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer et les essais de prévention dans la maladie d'Alzheimer, je pense qu'il est paradigmatique de l'ensemble des maladies dégénératives du cerveau dans lesquelles il y a effectivement des protéines qui se déposent et dans lesquelles on a la possibilité de mettre en évidence les anomalies biologiques avant l'expression des symptômes. C'est vrai pour la maladie d'Alzheimer, c'est vrai pour d'autres démences, c'est vrai pour la maladie de Parkinson. Et donc je pense que la réflexion que nous allons avoir est une réflexion plus globale que l'on doit avoir vis-à-vis de ces découvertes qui sont maintenant à l'origine de la possibilité de diagnostic, entre guillemets, présymptomatique. Alors, ça se pose aussi dans les maladies neurogénétiques, et je rappelle simplement qu'il y a une maladie
extrêmement grave, qui est une maladie qu'on appelle la neuropathie amyloïde, dans laquelle on sait aujourd'hui que si on veut empêcher que des sujets jeunes ou des enfants n'expriment une maladie qui amènera à leur mort dans les années qui viennent, il faut faire des greffes de foie avec tous les risques que peuvent présenter les greffes de foie. Et donc, on est déjà, dans certains types de maladies, dans cette orientation. On se rend compte également que les débats qui sont autour de ces problèmes dépassent largement le problème du débat purement scientifique. Et tu faisais référence, Emmanuel, au fait que dans les essais de prévention de la maladie d'Alzheimer, on a un certain nombre de difficultés parce qu'une agence a décidé, on ne sait pas trop comment, de ne pas permettre en France ces essais thérapeutiques. Or, je pense aujourd'hui qu'effectivement, il y a un débat scientifique, mais au-delà du débat scientifique, il y a un débat sociétal. Et je pense que, et on l'a vu, on le voit dans le déremboursement des médicaments de la maladie d'Alzheimer et de tout le buzz qu'il y a eu autour de ça, on voit très bien que le débat dépasse largement les aspects purement scientifiques pour devenir un débat sociétal. Et je crois qu'il faut prendre ça en considération. Le dernier sujet que je voudrais aborder avant de laisser la parole à Philippe, c'est qu'effectivement, j'ai l'impression que nous faisons, monsieur le philosophe, une petite éthique, puisque je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt hier matin, et je ne sais pas si vous avez lu Le Monde, hier après-midi, Le Monde de la médecine. Un de vos amis, probablement, qui s'appelle monsieur Lagarde, a écrit un article dont je vous résume, dont je vous donne le titre, « Nos mandarins ringardisés par les géants du numérique ». Où il prévoit que les mandarins, que la recherche telle que nous la faisons dans les CHU, c'est terminé, où il dit qu'en regardant le fond d'œil de 300 000 personnes, on est capable de savoir ce qui va vous arriver dans 20 ans, et donc que la recherche en cardiologie, comme l'a dit Madame Buzyn d'ailleurs, ça doit passer par les géants du numérique, et il nous dit également qu'effectivement nos CHU vont probablement disparaître assez rapidement. Je vous engage à lire cet article, mais je crois qu'il est tout à fait dans la lignée de ce que l'on expliquait hier. Donc aujourd'hui, nous allons faire, si je comprends bien, de la petite éthique. Peut-être qu'on fera un peu de plus grande éthique une autre fois. Voilà, donc bonne journée. Merci à toi, Philippe. Bonjour. Juste après ces deux brillantes présentations, pour vous situer un peu comment sont organisées ces journées, c'est des journées qui rentrent dans le cadre des travaux et des réflexions qu'on a dans deux instances. La première, c'est le laboratoire d'excellence qui s'appelle Distals, qui travaille spécifiquement sur la maladie d'Alzheimer, qui a été et qui est financé par les investissements d'avenir, et dont l'objectif est réellement de voir trois grands axes. Le premier, c'est vraiment d'explorer la recherche fondamentale et les hypothèses qu'on peut essayer de mettre en œuvre pour mieux comprendre la physiopathologie de la maladie. Une fois qu'on a ces hypothèses, on essaie de trouver des cibles, des traitements, des biomarqueurs, comme l'a dit Michel il y a quelques instants. Et le dernier point, c'est toute la réflexion qui a été également à la base de la création de ce laboratoire d'excellence sur, on est dans un champ différent, cette maladie évolue, elle ne correspond pas exactement aux maladies telles qu'on en a conscience aujourd'hui, et que théoriquement, si on veut être efficace, il faudrait pouvoir traiter les gens avant qu'ils ne soient malades. C'est de la prévention, comme l'a évoqué il y a quelques instants Michel, mais on n'est pas dans le cadre d'une simple, on va dire, maladie infectieuse, d'un problème cardiovasculaire pour lequel on a énormément de réponses, mais on est vraiment dans une situation où l'objet même de cette prévention, c'est de trouver des médicaments. D'habitude, l'objet de la prévention, c'est de donner plutôt les médicaments. Là, on est vraiment dans une logique où il faut trouver les médicaments grâce à cette attitude de prévention. Donc ça pose un tas de problèmes, mais au moment où j'avais construit le dossier, je ne savais pas comment tourner la phrase. J'ai donc appelé mon ami Emmanuel, et finalement, on a décidé d'intégrer carrément une nouvelle équipe dans le LabEx qui fait de l'éthique, parce qu'on ne pouvait pas résoudre la question en 2 minutes. Donc,
7 équipes qui sont réparties en France, il y en a 5 à Lille, celle de Florence Pasquier ici présente, celle de Pascal Antoine également ici présent, également Luc Buet, ma propre équipe, et une équipe à Paris, celle d'Emmanuel sur l'éthique, et une équipe à Nice, hyper spécialisée dans la protéine amyloïde, celle de Frédéric Schekler. Voilà, ça fait maintenant 6 ans qu'on travaille ensemble, avec une des grandes caractéristiques de ce groupe-là, c'est réellement la transdisciplinarité et la diversité des approches. On a des gens qui font de l'éthique, qui discutent avec des gens qui font de la biologie moléculaire, qui finissent par s'intéresser au domaine. On a des gens qui font de la neuropsychologie, qui commencent à s'intéresser à la biologie animale et autres. Donc voilà, c'est ce brassage-là qui, je crois, fait la richesse de ce laboratoire et qui nous aide à avoir ces réflexions. L'autre partenaire de ce programme, c'est la Fondation Plan Alzheimer. C'est une fondation qui a été créée en 2008 pour gérer les fonds recherche du plan Alzheimer, qui s'est autonomisé, qui a pu lever des fonds dans le domaine privé, qui continue son action de financement. Vous pouvez avoir un tas d'informations sur cette fondation sur ce site-là, et si vous avez des smartphones, téléchargez l'application qu'on a mise en place et développée, qui s'appelle Alzheimer Info, qui vous apporte des informations non pas sur la fondation, mais bien sur la maladie d'Alzheimer, sur les recherches en cours, sur les aides qu'on peut avoir. On a un partenariat avec Médéric sur lequel on a transposé leur agenda, leur annuaire des structures de soins directement accessible sur l'application. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger, à nous renvoyer vos avis, à voir ce que vous aimeriez voir à ce niveau-là. On va passer maintenant à ces journées. Est-ce que j'annonce ou est-ce que c'est Léo ? Léo, c'est toi, c'est moi je peux démarrer là-dessus. Donc vraiment, l'objectif de cette séance, c'est de réfléchir au gros problème qui nous préoccupe depuis un moment, l'évolution des essais thérapeutiques. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a vraiment, comme ça vient d'être dit, une reconfiguration liée à la médecine prédictive. Du coup, cette reconfiguration entraîne certaines tensions qu'il va falloir essayer d'expliciter entre notre rôle de chercheur, notre mission de médecin, de faire des essais, de traiter les gens, et puis la question légitime que peuvent se poser les gens, est-ce que les patients veulent de ça ou est-ce qu'ils n'en veulent pas? Est-ce que l'État peut décider que les patients n'en ont pas envie alors que les patients en ont envie? Donc c'est toutes ces questions qu'on va essayer de traiter. Ensuite, on aura vraiment un aspect sur les modalités d'inclusion qui sont très très particulières, sur lesquelles il va falloir une réflexion, parce que c'est bien beau de voir les gens avant qu'ils ne soient malades, encore faut-il avoir les bons biomarqueurs, et aujourd'hui, à mon avis, à de rares exceptions près, on ne les a pas encore. Donc est-ce que ça doit empêcher de commencer? Je n'en sais rien, enfin si, j'ai une idée quand même. Et dernier point, c'est d'essayer d'anticiper les impacts sociétaux. C'est-à-dire que cette tension qui est générée commence dès à présent à avoir des implications dans la façon dont on fait notre recherche. Alors pas tellement en France, mais à l'international, on voit une implication de plus en plus forte des patients au sein de la décision du sujet, du thème, de l'objet, de la recherche clinique, avec l'aide des patients. Voilà, j'en ai fini et je cède la place à Paul.